Sortie médiatique de Komoukoutié, ses attaques contre l'armée béninoise et le processus électoral sont analysées comme celles d'un opposant et seraient sorties du cadre républicain. Vous suivrez quelques réactions dans ce journal. L'investiture présidentielle aura lieu le 23 mai prochain. La rédaction consacre une série de reportages à l'événement. Nous faisons un zoom sur le sens et la portée de ce rituel républicain. L'opération de vérification des plaques des motos et autres infractions routières a été suspendue par la police républicaine. Un constat fait par une de nos équipes. Des précisions dans ce 13h. Bonjour à tous. Tout à l'heure, nous recevons Estelle Pazoul pour nous parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes, le déni de grossesse. Bonjour Estelle. Bonjour à vous, William Tchouki. Merci, à tout à l'heure donc. Discours politique tout sauf républicain, les attaques de Komoukoutié contre l'armée béninoise et le processus électoral sont analysés comme celles d'un opposant sorti du cadre républicain. Au milieu des réactions politiques, nous avons fait décrypter par des analystes et spécialistes de communication politique cette actualité. Regardez plutôt. C'est clair que quand on rejoue les vidéos de M. Komoukoutié, c'est sorti, je crois, le 5 et le 6 avril, demandant aux Béninois d'envahir les rues. Évidemment, ce n'était pas un appel au pique-nique, ce n'était pas un appel pour une partie de danse, ce n'était pas un appel pour une partie de plaisir. La violence n'a pas sa place en démocratie. La manifestation se fait de façon pacifique. Komi aurait réussi sa sortie s'il avait d'abord condamné ses actes et demandé à la justice de faire son travail pour élucider les auteurs, les complices et les co-auteurs ou les instigateurs. Mais malheureusement, il a pris le raccourci, c'est-à-dire indiquer qu'il s'agit de milices au profit du gouvernement. Mais c'est une assertion qui apparaît comme une incantation. Traiter notre armée républicaine de milice, c'est un manque de respect. Je crois qu'il gagnerait déjà à sortir un communiqué pour retirer ce mot. Notre armée n'est pas une milice. Notre armée est une armée républicaine qui protège les citoyens. Ce que M. Komoukoutié oublie, c'est que ce n'est pas parce que certains sont mécontents que d'autres doivent subir le mécontentement d'une minorité. Komoukoutié veut se racheter une certaine honorabilité et évidemment peut-être aussi se victimiser quand éventuellement il sera cité dans le cadre des enquêtes judiciaires. Il dira, je vous l'avais dit, je suis persécuté, on m'accuse à tort. Et ce qu'on peut reprocher à M. Komoukoutié, c'est de n'avoir pas quand même appelé au calme quand il y a eu débordement au cours de ces manifestations-là. Clairement, on est en face d'une irresponsabilité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut rester sourd ou aveugle devant des débordements. Les élections étaient une occasion pour tous ceux qui pensent que le principe démocratique était encore maintenu, simplement d'appeler le peuple de l'opposition qui n'est pas d'accord avec le système de gouvernance en place à manifester son mécontentement à travers les urnes. La culture de l'alternance est ce que nous devons prôner et non la violence. Pour un acteur politique de son rang, on aurait souhaité quand même qu'il prenne la hauteur d'abord par rapport à la République et qu'on dissocie le combat des hommes du combat, on va dire, républicain qui est lié à tous les Béninois et qui doit pouvoir être orienté vers les bonnes causes. Il fait fausse route, c'est le moment pour lui de retrouver le chemin républicain et de reconnaître que, franchement, le Bénin est en train de faire des efforts au plan des réformes. Il nous faut ces réformes pour aller de l'avant. La déclaration de Komoukoutié contre l'armée béninoise et l'ordre républicain continue de susciter des réactions au sein des partis politiques. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau fait aussi sa lecture de la rhétorique de l'opposant. Jules Léandre Kitty est le porte-parole du parti. On l'écoute. Je pense que sa sortie a été une grosse erreur de communication politique. Et ça a même tué le minimum qu'on pouvait encore utiliser pour
nourrit une certaine fierté vis-à-vis de lui. Par exemple, qu'il venait juste de soutenir, de décrocher sa thèse de doctorat en économie aux États-Unis. Ça n'est pas rien venant d'un compatriote. Il faut qu'il se rappelle qu'il est jeune. Il faut qu'il se rappelle que ce n'est pas en déstabilisant son pays, ce n'est pas en payant son pays en noir qu'il va être heureux. S'il n'avait pas besoin du Bénin, il n'allait pas se gêner, il allait rester aux États-Unis et être dans son Eldorado. C'est parce qu'il a compris que c'est son Bénin natal, c'est son Banté natal, c'est ça qui est utile pour lui, pour qu'il se fasse valoir. Et là où se trouve l'aberration dans les propos de M. Komé-Koutié concernant la justice, c'est que si la justice était en sa faveur, lui, en faveur de tous ceux qu'il appelle les exilés, en faveur de tout ce que lui, il défend pour leurs intérêts fantaisistes à eux, c'est qu'il y aurait justice. Si il se met à la disposition de la justice, ce que ne fait pas M. Komé-Koutié, parce que lui, interpellé dans des affaires de mauvaise gestion, de détournement de fonds publics, il choisit de ne pas être sur le territoire. Si les gens qui sont interpellés, si on fait la procédure, ils ont des avocats, ils défendent bien, et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour les accuser, pour les condamner, on ne va pas les condamner. Et ils vont être relaxés purement et simplement. Le compte à rebours est lancé pour l'investiture de Patrice Talon le 23 mai prochain dans notre série consacrée à l'événement. Nous vous proposons, un sujet sur le sens et la portée de ce rituel républicain. Lénèque Agbazaou, précision. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ainsi prêtait serment Patrice Talon le 6 avril 2016 à Porto Novo en qualité de président de la République. Un acte que le chef de l'État réélu va rééditer le 23 mai prochain, toujours dans la ville capitale. C'est une exigence constitutionnelle qui a pour socle l'article 53 de la loi fondamentale du Bénin. Le texte y siège à l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990, révisée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Il est également précisé dans cet article que le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les membres de nos ancêtres et devant le peuple béninois. La Cour constitutionnelle a fondamentalement dit et jugé que la formule sacramentelle du serment, non seulement que c'est sacré, mais c'est indivisible. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est d'abord une cérémonie officielle qui marque l'entrée en fonction de la personne qui a été élue et sur qui les électeurs ont porté leur choix. Il s'agit d'un acte d'engagement. Un engagement solennel qui implique des responsabilités. Là, nous avons la protection de la Constitution elle-même, hein, de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Ensuite, des obligations liées à l'exercice de la fonction par lui-même, à savoir le fait de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation lui confie. Et l'obligation qu'il a de se laisser guider par la recherche de l'intérêt général. L'intérêt général est le respect des droits de la personne humaine, et de consacrer toute sa force à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Et enfin, on parlera du territoire, le fait de préserver l'intégrité du territoire national. Une question taraude souvent les esprits. Qu'adviendrait-il si le président de la République ne respectait pas le serment prêté? On dit en cas de parjure que nous subissions les rigueurs de la loi. Donc là, c'est l'engagement même de sa responsabilité. Au cas où il va manquer
à l'une de ses obligations, il pourra être poursuivi pénalement, bien entendu. C'est la Haute Cour de justice qui est habilitée à juger le président de la République. Et on dit, lorsqu'il a manqué à son serment, il y a haute trahison. Loin d'être un exercice banal, la prestation de serment par le président de la République est donc un acte de haute portée juridique. Raison pour laquelle le candidat à la présidentielle, élu chef de l'État et investi dans ses fonctions, a l'obligation de se conduire en bon, fidèle et loyal serviteur du peuple. Et comme on n'a pas l'habitude de le voir à l'investiture du président Patrice Talon, on verra parmi les personnalités institutionnelles la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé, une première dans l'histoire du Bénin. Comment les femmes béninoises apprécient-elles cette dynamique et quel impact pourrait avoir son élection sur la gente féminine? Gina Lafouda Moussa-Boka s'est intéressée au sujet. Voici sa moisson. Une très grande ère pour la gente féminine. Et je crois qu'elle est là pour nous donner la preuve que nous pouvons aller de l'avant. Une nouvelle ère pour la gente féminine béninoise. Avec l'élection de Mariam Tchabi Talata Zimé au poste de vice-président, les femmes béninoises peuvent désormais s'offrir le luxe de croire en la promotion du leadership féminin. Pour la première fois, une femme accède à ce poste-là. Ce n'est pas évident dans le contexte où nous nous retrouvons, où c'est souvent les hommes qui sont plus valorisés, mais cette fois-ci, il y a une femme qui pourra quand même être vice-présidente, donc c'est une très belle chose et moi j'apprécie. Pour moi, c'est un exemple vivant de l'égalité des sexes. Je dis égalité, mais je parle en égalité de complémentarité. De l'espoir pour la gente féminine, mais l'accession d'une femme à ce niveau de responsabilité sera-t-elle suffisante pour faire bouger les choses en faveur des femmes dans l'arène politique béninoise? Cela vient apporter un démenti, n'est-ce pas, à la façon dont certains ont pris l'habitude de sous-estimer la femme. À partir donc déjà de la formation du gouvernement, on peut s'attendre, n'est-ce pas, à un nombre un peu plus élevé de femmes. Elle peut créer un déclic chez des jeunes filles, chez des jeunes mamans, chez des jeunes dames, chez des jeunes politiciennes qui peuvent commencer par se dire que le peuple béninois semble être plus accessible, plus prenable dans un modèle type. Donc, je veux être. Mais après, elle peut aussi porter une mouvance, elle peut porter une tradition, elle peut porter une génération. Donc, on peut se greffer à elle pour construire. Donc, elle peut jouer un effet d'entraînement. Impact social ou politique, une chose est sûre, l'élection de Mariam Tchabi Talata Zimé semble remettre en question toute mythe entourant le pouvoir, puisque désormais la notion rime avec le féminin. Parlons de tout autre sujet à présent, du répit pour les usagers de la route. La police républicaine a suspendu temporairement, bien sûr, l'opération de répression démarrée le samedi dernier. Le cri de cœur des populations a été entendu. Un acte social pour permettre aux usagers de la route de se mettre en règle. Awa Chérif, pour plus de précision. Moment de grâce pour les usagers de la route. La police républicaine a suspendu temporairement les opérations de répression. Un moratoire leur a été accordé afin de se mettre en règle. Nous l'avons à l'actif du directeur général de la police républicaine, le contrôleur général Yaya Soumaïla Alabi, qui a écouté le cri de cœur des populations. Je dois préciser que lorsqu'on a lancé l'opération le samedi, il a été informé, soit directement, soit par personne interposée, des affres que vivent les populations à la suite de cette opération. Il a écouté le cri de cœur des uns des autres. Il a demandé un petit moment pour que les gens se mettent en règle. Et je voudrais dire aux usagers que cette période qu'on vient de leur donner, c'est une chance de plus. Parce que pendant 2 semaines que l'annonce a été faite, que la police va réprimer, vous avez vu le nombre de personnes qu'on a encore arrêtées le samedi, rien que la journée de samedi. Et moi je vais vous dire, depuis vendredi, nous, au Centre national de sécurité routière, le gars ne peut plus fermer avant 18h. Or, normalement, on ferme à 16h. Les contrôles ordinaires continuent tout de même. Le respect du code de la route reste notamment en vigueur. Vous voyez les surcharges sur moto, vous voyez 3 personnes sur une moto.
Vous voyez les surcharges sur véhicules, le non-respect de la circulation, la conduite en état d'ébriété, le téléphone au volant, tout ça, on continue de réprimer ça sévèrement. Alors c'est pour ça que je vous informe que nous n'avons pas quitté, nous sommes toujours là, présents. Nous allons faire la sécurité de la population, peut-être sans leur volonté. La police républicaine maintient la garde sur nos axes routiers. Les usagers indélicats n'échapperont pas à son filet. Un jour pas enceinte et 2 ou 3 jours plus tard, être mère d'un enfant biologique, pour certains, cela relève du surnaturel, mais c'est un phénomène plus connu sous le nom de déni de grossesse. La femme porte un enfant, n'a aucun signe de grossesse et fait même pas qu'elle est enceinte, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte, j'allais dire. Comment cela peut-il s'expliquer? Réponse dans cet élément. Naissance surprenante ou bébé clandestin. Les femmes qui l'ont vécu ne manquent pas de termes pour désigner le déni de grossesse. Mais dans tous les cas, il s'explique d'une seule façon. Le déni de grossesse, c'est une situation pas très courante, mais bon, pas normale non plus. C'est une femme qui est en état de grossesse, mais qui n'en a pas conscience ou qui ne se comporte pas comme telle. Le phénomène existe sous 2 formes. Le déni de grossesse partiel. Dans ce cas, la grossesse est découverte après le premier trimestre et donc avant terme. Quand déjà j'ai appris la nouvelle, on dira, c'est à ce moment-là que je réalise que tout se met en place, carrément. Le max de grossesse qui apparaît, les nausées, le vertige. C'est là que, effectivement, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, que j'étais enceinte. C'est à vue de mon ventre que je me dis, donc c'est vrai. Dans un autre cas, le déni est total et la grossesse n'est découverte qu'à l'accouchement. Toutes les femmes sont concernées, quel que soit leur milieu ou leur âge. Mieux, même après 2 ou 3 maternités, une femme peut toujours faire un déni de grossesse. Cela peut paraître improbable, pourtant, plusieurs facteurs expliquent le phénomène. Il y a des contextes de difficultés psychologiques. Et ces contextes, c'est les contextes de violence. La personne est violée ou la personne n'a pas envie de tomber enceinte. La personne a déjà eu beaucoup d'enfants ou de grossesses rapprochées et donc ne souhaite pas du tout avoir une grossesse, mais elle est enceinte et elle se comporte comme si elle ne l'est pas. Quand la femme ne se rend pas compte de sa grossesse dans les 3 premiers mois, elle n'est pas concernée. On ne parle du déni de grossesse qu'à partir de la 27e semaine. L'annonce de la grossesse peut être un véritable choc. Après accouchement, la plupart des femmes qui ont subi le déni de grossesse bénéficient d'une prise en charge psychologique pour leur santé et surtout pour la sécurité des enfants. Retour en plateau, c'est bien Estelle Pazou, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Merci d'être là pour nous donner plus d'explications. Alors, ma première question, quel est le sort qui est réservé aux enfants issus du déni de grossesse? D'abord, merci à vous de me recevoir sur le plateau. A priori, c'est difficile d'accepter ces enfants. Vous êtes homme, imaginez un jour vous quittez la maison, votre femme n'est pas enceinte, vous n'avez pas connaissance de grossesse et on vous dit que votre femme a accouché. Quel état d'esprit, comment vous allez accepter cet enfant? Et donc parfois, même pour les mamans qui ont porté à leur insu l'enfant pendant 9 mois, c'est difficile. Il y en a même qui commettent l'infanticide. Ah oui. Il y a un exemple de femme, par exemple, qui a congelé les enfants. Elle a fait le déni de grossesse de jumeaux et elle a congelé les enfants parce qu'elle ne reconnaissait pas ces enfants-là. Elle dit qu'elle ne les a pas portés. Et donc, pour aider les familles à accepter les enfants, il y a un suivi psychologique. Okay. Est-ce qu'il y a des signes qui indiquent que c'est un déni de grossesse? La femme elle-même n'en a pas conscience. Parfois, ce sont des proches qui lui disent, mais regarde-toi, qu'est-ce que tu as? Tu grossis, tu prends du poids. Ouais. Mais elle ne se rend pas compte. Mais c'est peut-être après le déni, quand elle fait peut-être un point sur la durée, avant de savoir qu'elle est enceinte, elle peut se dire, c'est une période où j'ai pris beaucoup d'oranges par exemple, j'ai pris beaucoup de mangues, beaucoup de carottes. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle peut se rendre compte qu'en fait, c'était des signes qu'elle était enceinte et dont elle n'avait pas conscience. Après ça, l'entourage, comme je l'ai dit, l'entourage peut savoir, comme l'entourage aussi peut ne pas savoir. Même l'entourage ne sait pas que la femme est enceinte. Ah mais c'est compliqué. Je ne dirais pas que c'est compliqué, mais c'est plutôt surprenant. Est-ce qu'on peut éviter le déni de grossesse, Estelle Pazou? Jusqu'à présent, non, parce que le déni de grossesse, comme le nom l'indique, c'est la négation de la grossesse. Et on ne peut pas
avoir un remède contre un mal dont on n'a pas connaissance. Et donc, jusqu'à présent, la médecine n'a pas encore trouvé un remède contre le déni de grossesse. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Merci pour toutes ces explications. Vous restez avec nous. L'atelier d'identification de la première cohorte de formateurs de l'Union progressiste a pris fin à Dassa après 4 jours de travaux. Il aura permis d'identifier les probables formateurs du parti qui mettront leur expérience au profit de leurs camarades. L'objectif est la dynamisation du parti pour des localités plus développées partout sur le territoire national. Voici le point signé Émérida Pinsoton. Dans la charte des partis politiques, il est demandé aux partis de disposer d'une école de formation. Et cette école aura pour mission d'inculquer aux militants des valeurs citoyennes, la prise d'engagement au service de l'État pour des actions de développement. C'est donc dans cette logique qu'un séminaire d'identification des futurs formateurs du parti Union progressiste s'est tenu à Dassa durant 4 jours. Grâce à vous, nous sommes en train de construire quelque chose de nouveau, pour que la vie politique ne se limite pas seulement aux questions électorales. L'idée de faire en sorte que l'Union progressiste soit un exemple, nous voulons donner corps à cette idée-là. Après l'identification des formateurs, la prochaine étape sera l'élaboration des outils de formation pour passer au renforcement de capacités afin de disposer des pionniers du corps professoral de l'école de formation du parti. L'objectif, c'est que l'Union progressiste dispose des relais de formateurs dans toutes les communes du Bénin afin de lancer véritablement des formations à l'endroit de tous les militants, toutes catégories confondues, pour avoir des militants informés et formés comme le souhaite notre parti, l'Union progressiste. Les acquis de ce séminaire seront bel et bien sauvegardés, a rassuré Bruno Amoussou, le président du parti. Le but étant de jeter les bases de nouvelles stratégies pour mieux relever les défis qui s'imposent au parti Union progressiste. Inauguration, d'un module de 3 classes à l'école primaire publique Orkloa Vekpa, c'est dans la commune d'Agbanizon, un don de l'ONG Sonafa qui vise à offrir de meilleures conditions d'études aux apprenants. L'ONG n'est pas son premier geste pour s'agir dans cette localité. Écoutons Wekpe Non Tokpokon Messan, président de cette ONG. L'ONG Sonafa sème la joie dans les cœurs à Agbanizon. Préoccupée par les conditions d'études des apprenants de l'école primaire publique Kholavekpa, elle leur a fait construire un module de 3 salles de classe. Nous, les élèves de l'école primaire publique de Kholavekpa, vous remercions pour nous avoir offert ce module de 3 classes. L'ONG Sonafa a entamé ses bonnes œuvres de générosité au Bénin en 2004. Elle s'investit dans la construction d'infrastructures scolaires dans les zones rurales. De 2004 à 2021, l'association Sonafa a construit dans les 4 communes précitées au total 140 salles de classe, dont 19 dotées avec bureaux et magasins. Et l'association Sonafa a aussi réfectionné au total 73 anciennes salles de classe. Il y a plus de 1230 tables bancs qu'on a aussi mis à disposition des écoles. Je voudrais enfin remercier tous ces citoyens allemands qui, chaque mois, prennent un peu de leurs revenus pour nous permettre à nous autres de disposer de ces infrastructures. Souhait exprimé des autorités locales et responsables d'écoles à Agbanizon, la poursuite de cette coopération entre le Bénin et l'Allemagne pour plus de salles de classe et de tables bancs au profit des écoles et collèges. Célébration de la Pentecôte à un cachet spécial à Grand Popo. On parle de Novicha, qui est en même temps une association de développement, association née en 1921 pour les 100 ans de Novicha. Plusieurs manifestations ont déjà commencé. Le vice-président nous fait le point. Patrick Diossou et Daniel Adar l'ont rencontré. Voici le président. 1921, Sova 2021. 100 ans pour Novicha, c'est un événement qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Et Novicha a voulu prendre la mesure des choses et a dimensionné les activités à déployer pour cette commémoration-là, mais en intégrant la donnée de la pandémie
du coronavirus et en intégrant également la donnée de l'investiture du chef de l'État qui va avoir lieu le jour même de Pentecôte. L'association Novicha, son président Norbert Kassa, avec le bureau, on a élaboré un programme étalé sur plusieurs jours. Depuis le 24 avril, nous avons déjà commencé les activités à travers les visites chez les présidents fédéraux. Le 1er mai, nous l'avons consacré à la plantation de l'arbre du centenaire. Et le 8 mai, c'était la randonnée fluviale. C'est la caravane fluviale partie des populations de Agbanakin, à Zimé, à Damé, qui ont débarqué à Bécon, à Grand Popo, à la place du 10 janvier pour venir croiser avec les populations de Hunkunu, de Havlor, de Heve, de Bekwe, d'Adjaha et tant d'autres. Le week-end dernier, nous l'avons consacré à la conférence débat qui avait pour thème la renaissance de Grand Popo et quelles sont les perspectives. Ça a été animé par un panel de professeurs pilonné par le professeur Awansou René. Les activités de Novicha, c'est pour aider un peu ce que fait la commune, ce que fait le gouvernement pour le développement des populations de Kouela et Pla. Parlons à présent sport. Le 16e Tour cycliste international du Bénin a démarré le lundi 17 mai dernier. La première étape Djougou-Boukoumé a été remportée par le Burkinabé Doumo Paul en 3h18 minutes et 9 secondes. Une course dominée par la sélection des étalons François Zissou, Hospice Métolé. Annoncé comme le favori absolu de cette 16e édition du Tour cycliste international du Bénin, le Burkina répond présent sur la première étape, Djougou-Boukoumé. 6 étalons occupent les 6 premières places du classement. Paul Domon arrache le premier maillot jaune de l'édition 2021 pour sa première participation. Les équipes qui sont là ont fait preuve d'une grande dextérité. C'est vrai qu'on a dû puiser au plus profond de nous pour faire la différence. Ça n'a pas toujours été facile. On note que les équipes ont un taux de participation vraiment élevé dans la course. L'échappée du kilomètre 86 a été fatale au capitaine béninois et ses coéquipiers. Les Burkinabés ont un niveau très haut, plus que le Bénin, je le sais, mais ce n'est pas normal quand même que les Burkinabés quittent le peloton et que les Béninois ne réagissent pas à la première seconde. Vraiment, là, je suis déçu pour le comportement. Il n'y avait pas la rage. Le premier béninois, Bachiki Idrissou, occupe la 7e place et est le premier non-burkinabé du classement devant l'ivoirien Sanogo Abou. Le Bénin a essayé de les contrôler jusqu'à 90 km lorsque le burkinabé, Paul Dumont, a dû partir. Mais il y avait un Bénin avec lui. Compte tenu de sa puissance, il a pu laisser le béninois. Mais on a la foi que ça ira. Maillot jaune de cette première étape de 123 km, Domon remporte le maillot de la victoire au point, tandis que son compatriote Ibouldo remporte le maillot du sprint intermédiaire. L'actualité internationale nous conduit en Afrique du Sud, au Maroc, en Italie et en Inde. L'ex-président Jacob Zuma comparaît devant la justice pour une affaire de pot de vin. Au Maroc, on a manifesté pour soutenir la Palestine. En Italie, la question des migrants clandestins est toujours aussi vive. Et en Inde, un puissant cyclone menace. Le récit est signé Marcy Agla. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, jugé pour corruption, comparaît devant la justice pour une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans avec le groupe français Thales. M. Zuma, 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dimanche à travers le Maroc en soutien aux Palestiniens bombardés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, les manifestants dénonçant par ailleurs la récente normalisation des relations entre leur pays et l'État hébreu. À Rabat, près d'1 millier de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour condamner les violences perpétrées par Israël contre les Palestiniens et le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, a constaté un journaliste. Un groupe de 73 migrants, principalement originaires du Bangladesh, secourus par le navire de la Guardia di Finanza italienne en mer Méditerranée, arrive à Lampedusa.
Plus de 1400 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa ce week-end, suscitant des appels de politiciens d'extrême droite à prendre des mesures pour endiguer le flux, alors que les autorités italiennes prennent de nouvelles mesures contre les bateaux de sauvetage qui opèrent en Méditerranée. Au moins 6 personnes ont été tuées par des pluies torrentielles et des vents violents en Inde, où se prépare l'évacuation de dizaines de milliers de personnes à cause de l'arrivée d'un puissant cyclone, ont annoncé dimanche les autorités. Ce cyclone, la première tempête tropicale majeure en Inde de la saison, se déplace vers le nord parallèlement à la côte ouest du pays, provoquant fortes pluies, orages et vents violents dans plusieurs États indiens, a indiqué le service météo. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très belle journée. À demain si tout va bien.